Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un entrepreneur monégasque, PDG et cofondateur du groupe de restaurants Big Mama. Entre autres d'ailleurs, puisqu'il a développé d'autres projets. Il a su rapidement s'implanter dans 6 pays depuis l'ouverture de son premier restaurant en 2015. Faire du bon, pas cher et servi avec le sourire, c'est son motto. Sa mission, nous offrir un voyage vers l'Italie, mais pas seulement. Bonjour Tigran Sedou. Bonjour à tous. Moi, quand je dis nous offrir un voyage vers l'Italie, je ne sais pas si je ne suis pas un peu réductrice en disant ça, je m'en rends compte en le disant d'ailleurs, parce que je crois que le voyage de Big Mama, il n'est pas que vers une destination géographique. Hein. C'est un peu un univers en soi. Déjà, je vous remercie parce que la présentation et l'introduction, j'aurais pas fait mieux. Donc, certainement. Et vous avez mis le doigt sur notre promesse initiale quand on a créé le groupe il y a maintenant quasiment 10 ans, qui était effectivement de faire vivre cette authenticité italienne et je vais dire un mot un peu vulgaire, mais j'aime bien cette expression, ce joyeux bordel à l'italienne. Mm-hmm. C'est finalement assez ça, Big Mama. Et donc, c'est pas que le voyage, c'est toutes les émotions et la vie et la vibe italienne qu'on adore quand on va dans le fin fond des Pouilles ou quand on va en Sicile ou quand on va dans une petite trattoria en Toscane. Finalement, tout est assez simple. C'est une cuisine de bons produits, très simple, mais dans lequel on se sent bien, dans lequel on est accueilli à la maison. Et c'est tout ce qu'on aime de l'Italie et qu'on a voulu recréer ailleurs. Donc, j'ai pas grand-chose de plus que les quelques mots que vous avez introduits et que j'ai trouvé très justes. Quand même, merci déjà. Mais quand on est né à Monaco, puisque vous êtes né à Monaco, hein, vous êtes Sedou. Donc Sedou, c'est une famille installée à Monaco depuis le milieu du siècle dernier, on est obligé de le dire, hein, avec l'arrivée de votre papa qui devient administrateur de la SBM, Jacques. Et c'est une famille installée ici. Quand on est né ici, qu'on a travaillé, enfin que ses parents ont travaillé ici, qu'on est immergé dans cette culture, même si vous avez fait un passage à Paris, à quel moment on se dit, moi finalement je vais être restaurateur. Parce qu'avant de créer un groupe, Big Mama, c'est un resto. C'est un endroit où vous avez tout de suite l'envie d'en avoir plus. Ouais. Big Mama, c'est pas un groupe d'ailleurs. C'est une collection de restaurants qui sont tous différents. C'est un groupe de restauration, mais on ne s'est jamais défini comme une entreprise ou un groupe. On est restaurateur de métier, on a des restaurants. C'est vraiment la nature même de notre métier. Je ne sais pas si le fait d'être devenu restaurateur a quelque chose à voir avec Monaco directement. Peut-être qu'on reviendra sur mon parcours, sur mon parcours, mais en revanche, mon lien avec l'Italie, ça très clairement. Donc je suis né ici, j'ai grandi à Monaco jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. Ensuite, avec mes parents, on est partis à Paris et j'ai passé une grande partie de ma vie à Paris avant de repartir vers d'autres pays. Mais cet attachement à la culture italienne, à la langue italienne, à la cuisine italienne, il est, je pense, un peu infusé dès mon plus jeune âge ici. Et oui, on est à Monaco, qui est un pays à part entière. J'en suis un citoyen de nationalité que monégasque et très fier. Mais voilà, il y a cette double influence franco-italienne permanente qui fait que je pense que ça a beaucoup joué. Et en fait, ensuite, le fait d'être devenu restaurateur, on pourrait faire un petit parallèle avec le fait que mon papa Jacques a été administrateur délégué de la société de la SBM dans cet univers magique qu'est la SBM. Mais moi, j'étais assez petit et assez jeune, c'était dans les années 80. Je suis né en 84, donc en fait j'ai pas de souvenir de mon papa en tant que patron de la SBM à cette époque-là. En revanche, certainement, c'est une ambiance, c'est une discussion qui devait y avoir en famille, parce que quand on passe par la SBM, je pense qu'on y reste attaché. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'en reparler avec lui il y a quelques années. Il était toujours très attaché à cette entreprise, toujours très attaché à Monaco. Donc certainement que c'est une musique que vous avez dû avoir, une musique moi j'appelle ça une musique d'ambiance en famille, quoi. Ouais, l'attachement à Monaco et à l'SBM, il est colossal.
Ouais. Donc mon papa qui est toujours là. Hein, C'est ça. je lui fais plein de bisous s'il nous écoute. Il va avoir 87 ans, donc il est plus tout jeune, mais il est là, il va tous les matins à l'Ermitage dire bonjour aux équipes, comme il faisait encore partie des meubles. Il a vraiment cet attachement-là, non seulement à l'institution qu'est la SBM, mais aussi vraiment aux gens et aux équipes. Ouais. Et il m'a très souvent parlé du fait que, évidemment, plus que l'incroyable poste qu'est d'être l'administrateur délégué de la Société des Bains de Mer à Monaco, puisqu'on sait que c'est la première... c'est ce que ça représente à Monaco. C'est le flagship industriel. Ouais. Et d'être proche du prince Régnier à l'époque, etc. Enfin, il y a plein de choses. C'était vraiment le fait d'être le capitaine des équipes partout. Et je pense qu'il m'a inculqué ça, et c'est quelque chose d'ailleurs dans l'ADN que j'ai voulu partager avec mes équipes, dans la culture d'entreprise de Big Mama que je retrouve beaucoup, c'est... cette proximité avec les gens, cette proximité avec le terrain, cette proximité où on passe... je passe ma vie dans les restaurants, on va dire bonjour à toutes nos équipes, tous les matins, tous les soirs, et j'ai toujours entendu mon papa dire, quand je rentrais dans le casino, quand je rentrais à l'hôtel de Paris, quand je rentrais dans tel et tel lieu, la première chose que je faisais, c'est que je faisais le tour de l'établissement, et oui, ça prenait 20 ou 25 minutes, et j'allais saluer chaque collaborateur avec son prénom, et comment va votre femme, etc. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce qu'on a bâti et ce qu'on construit comme aventure humaine, et aventure vraiment c'est une équipe d'hommes et de femmes qui construit ce projet-là chez Big Mama. Ça, Big Mama, c'est combien d'employés aujourd'hui ? C'est 2000, je ne veux pas dire de bêtises, mais 2200, 2300 employés. Ça commence à faire pour les connaître tous et savoir tous ce qu'ils ont dans leur... Alors, pas dans leur quotidien précisément, mais au moins de se souvenir des visages. Hein. Et je parlais récemment à quelqu'un qui me disait qu'il avait beaucoup de mal avec les visages, donc j'imagine qu'avec 2200 ou 2300 pour se souvenir des visages, se remémorer où on l'a vu. Est-ce que Big Mama fait des get-together, enfin des moments où tout le monde est ensemble ? Oui, une fois par an, on a ce rituel qui est notre summer party dans lequel on se rassemble tous. Alors, est-ce qu'on va pouvoir perpétrer ça quand on sera dans 10 pays et 5000 personnes un jour? Probablement pas, on le fera à l'échelle plus locale. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a pérennisé et qui est un moment très fort. Et encore une fois, dans ma semaine type et dans mon agenda, je voyage beaucoup d'un pays à l'autre et d'une ville à l'autre. On est présent dans 6 pays, dans je pense probablement une quinzaine de villes différentes. Ouais. Mon lien affectif avec le fait que je continue de prendre du plaisir à être évidemment le fondateur du groupe, mais le CEO de tous les jours, et c'est un monde de galère. Enfin, on pourra y revenir, mais on est restaurateur et c'est passionnant, mais c'est difficile. Je pense que l'énergie qu'on y trouve, c'est justement ce lien-là qu'on a avec les équipes, et je dis souvent. J'arrive de manière très humble dans mes restaurants en disant ce sont eux qui payent mon salaire. C'est pas moi qui paye leur salaire. C'est eux qui payent mon salaire. C'est eux leur qui font succès, la vie. C'est le vôtre. Exactement. C'est pas l'inverse. C'est pas le succès de Big Mama qui fait leur succès. Et c'est leur restaurant et c'est des gens qui passent 50 heures, 60 heures par semaine dans le resto. Quand moi j'en passe une ou deux, puisque je m'occupe des 26 restaurants aujourd'hui. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus dans leur univers, dans leur resto que moi. Et c'est ça qui a été assez magique dans l'aventure Big Mama, c'est que c'est une aventure qui m'a totalement dépassé. Et donc, c'était ça un peu. Ce que je vous écoute et ça m'inspirait ça. Je me suis dit, est-ce que Tigrane, au moment. Alors, parce qu'on n'a pas parlé de la création de Big Mama, de la genèse, etc. Hein, parce que c'est certainement né soit d'une aventure, soit d'une rencontre, soit. Enfin, vous allez nous le dire. Mais quand on crée comme ça, on ouvre son. C'est la question tout à l'heure quand j'ai dit, est-ce que vous pensiez qu'il allait en avoir plusieurs ? C'est-à-dire que jusqu'à quel moment on se dit, ça, c'est à ma mesure. Et après. Ça ne l'est plus. C'est-à-dire que je ne peux plus le faire tout seul, je ne peux plus le faire sans compter sur d'autres. Ce n'est plus la même posture d'entrepreneuriat, en fait. Non, le rôle change. C'est très difficile de répondre à cette question. Je pense qu'on ne prend jamais la mesure de se dire c'est trop gros pour moi ou ça ne l'est pas assez. Ouais. On évolue avec le temps, on évolue avec la croissance du groupe et notre rôle change. Et évidemment, il faut montrer une capacité d'adaptation entre être un entrepreneur créateur du premier jour, qui n'est pas du tout le même rôle que d'être un CEO d'une boîte qui fait 180 millions de chiffre d'affaires, 2200 salariés dans 6 pays différents. Mon rôle a énormément évolué.
Maintenant, pour revenir un peu à votre question votre question à l'instant, c'est la naissance de Big Mama, elle est liée à deux choses. Elle est liée, à la passion qu'on avait, à trois choses, je dirais. La passion qu'on avait pour l'Italie. Et je pense que ça a été le cœur du réacteur, c'est notre attachement, en étant non italien, mais à ce que représentait l'Italie pour nous, et ce qu'on avait envie de transmettre via le staff, les produits et la cuisine italienne. Et l'ambiance. Ouais, j'y tiens parce que l'ambiance, c'est important. Non, mais tout à fait. Et on y reviendra. Le deuxième point, c'est l'envie à l'époque de faire quelque chose dans l'hospitality, ce qu'on appelle l'hospitality au sens large. Depuis toujours, j'avais envie d'aller dans l'hôtellerie. Et quand j'ai voulu être entrepreneur, j'avais 26-27 ans, j'avais pas les moyens d'aller faire des hôtels parce que ça coûte très très cher, etc. Et donc on s'est tourné vers la restauration qui était plus accessible. Donc on a commencé comme par là, et maintenant ça fait 10 ans et j'adore ce métier-là. Peut-être qu'un jour on ira faire des hôtels, pourquoi pas, mais on n'y est pas du tout. Et le troisième pilier vraiment de la naissance, de la jeunesse de Big Mama, c'était une rencontre. C'était une rencontre avec mon associé, qui est le cofondateur de Big Mama avec moi, qui s'appelle Victor Luger. Victor, qui est quelqu'un que j'ai rencontré à l'époque quand alors pour la petite histoire, parce qu'il y a aussi un lien avec Monaco, indirect, mais après mes études de commerce, donc j'ai fait HEC, j'ai fini en 2008. Après Sainte-Geneviève et Henri IV, quand même. Hein. Après, oui. Quand même, je le glisse au passage. Et donc j'avais fait Henri IV, Ginette, HEC. J'étais effectivement pas très prédisposé à aller dans la restauration parce que c'était pas le chemin naturel. C'est pour ça que je le mentionne, c'est que Henri IV fait pas des restaurateurs, Ginette non plus. Hein, non, pas vraiment, trop. mais j'ai appris beaucoup de choses dans ces villas. Et j'ai appris une chose aussi, de par mon expérience personnelle, on y reviendra aussi, un peu les coups durs que vous avez qui vous nourrissent sur qui vous devenez, que je voulais vraiment faire dans ma vie quelque chose que j'avais envie. Ouais. Et je voulais pas suivre juste le chemin classique et royal d'avoir fait des très bonnes études assez élitistes et d'aller me pousser vers quelque chose que je voulais pas faire. Et donc, assez vite, j'ai compris que même si c'était pas la voie classique, je voulais aller dans l'hôtellerie, la restauration. J'avais pas fait d'école hôtelière, mais je voulais aller là-dedans. Et j'ai travaillé pendant 3-4 ans après ces études pour un entrepreneur français que Monaco connaît un peu, puisque c'est Stéphane Courby, puisqu'il a été associé dans BetClick. C'est ce que j'allais dire. Stéphane Courby, c'est BetClick. Et tout ça est une coïncidence et un hasard absolu, parce que au moment où je suis rentré dans le groupe, c'est au moment où il y a eu une association, une JV entre la SBM et Stéphane sur BetClick. Et c'était un peu une espèce d'anecdote complètement hasardeuse du fait que il y avait aussi ce lien avec Monaco qui était complètement... Donc j'ai été le bras droit de Stéphane pendant 3-4 ans. Ça a été exceptionnel parce que j'ai accompagné un entrepreneur français de la carrure de Stéphane, qui est quelqu'un qui est pour moi un mentor professionnel très fort, qui est d'une simplicité, d'une générosité, incroyable, et je lui en serai vraiment toujours très très reconnaissant. Et j'ai eu cette vue d'hélicoptère de l'entrepreneuriat pendant 4 ans, incroyable, et notamment dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, puisque à cette époque-là, il a commencé à développer un groupe qui s'appelle les Erel aujourd'hui. Ouais. Donc j'étais assez proche des activités des Erel à Courchevel, de leur hôtel Le Pandéga Saint-Tropez. Ouais. Il a racheté la Bastide de Gordes à cette époque-là, etc. Donc j'ai touché au métier de l'hôtellerie de luxe à cette époque, et ça m'a donné encore plus envie d'aller dans ce métier-là. Et il se trouve que pendant cette période-là, j'ai rencontré donc Victor, mon associé, j'y reviens, qui lui travaillait aussi pour Stéphane, mais dans une autre activité, et on s'est rattaché là. Et Victor, le lien avec Big Mama initial, c'est la volonté de créer quelque chose ensemble, et 2, c'est qu'il est passionné de nourriture. C'est quelqu'un qui connaît très 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 bien les produits, beaucoup mieux que moi, qui cuisine très très bien, et donc on s'est toujours séparés. Les 4 premières années de Big Mama, on s'est toujours dit, on prend les 2 choses les plus importantes de notre métier, c'est-à-dire les produits et les hommes, hommes avec un grand H, hommes et femmes. C'est ça. Tu vas faire, toi, que des produits, et moi je vais faire que des hommes. Moi, je me suis occupé des RH j'étais le DRH de la boîte pendant les 4 premières années. J'ai fait que ça. Et lui, il a fait que de la food. Que de la food. Ouais. Et en fait, ça a été vraiment les 2 piliers extrêmement forts sur lesquels on a construit l'aventure. Et on s'est vraiment dit, tout ce qui n'est pas soit des RH, soit de la food,
on le délègue. On délègue. Et évidemment, ça nous a forcé à nous entourer de gens qui étaient meilleurs que nous, à commencer à construire la boîte. Et donc, répondre à votre petite question, on était ambitieux dès le départ. Donc, dès le départ, on savait qu'on voulait aller quelque part. Au-delà. Mais quelle trajectoire, à quelle vitesse ou à quel niveau, on n'en sait rien. Et chaque étape, vous la prenez comme si c'était la seule. C'est-à-dire, on ouvre un resto et on se dit, j'ai un resto, il faut que ça cartonne. Et je me concentre que là-dessus. Ouais. Je me dis pas, je vais faire des choses pour que ça marche dans 10 restos. Parce que vous n'avez pas 10 restos si le premier ne marche pas. C'est ça. Et le deuxième, pareil. Et le troisième, pareil. Et le quatrième, pareil. Et la réalité, c'est que j'ouvre mon 26e resto, je crois, il y a 2 mois, qui est notre 3e restaurant à Madrid, où j'habite depuis 4 ans. Et oui. Et je prends ce restaurant-là. En plus, tous les projets sont différents. Ils sont tous différents de design, de direction artistique, de cartes, de menus. Donc à chaque fois, on repart un peu de zéro, même s'il y a un univers de l'Italie et de Big Mama qui est commun, avec la même boule au ventre que le premier resto. C'est-à-dire, on ouvre ce truc-là, et moi, la veille de l'ouverture, je suis là, et je me dis, merde, si ça merde, on va se planter, quoi. Merde, on va se planter. Ah, alors, vous dites on va se planter, vous dites pas si ça marche pas. Non, parce que je sais pas, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui comprendront ce que j'essaie de raconter là. C'est la théorie du château de cartes permanente, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le truc va s'effondrer tous les jours. Il y a un peu la sensation de c'est trop beau pour être vrai ou pas ? Pas trop, parce qu'on est vite rattrapé par la patrouille quand on est dans ce métier-là, dans le sens où c'est dur, c'est un métier qui est difficile. Bien fait, on vit pas sur un nuage doré. Ça c'est clair. Notre quotidien, c'est de gérer beaucoup de choses qui sont pas faciles, beaucoup de choses qui sont extraordinaires, mais beaucoup de choses qui sont pas faciles. Beaucoup d'humains, et l'humain, j'allais dire, est vraiment la partie positive du projet. Donc souvent on dit mais ton métier c'est dur parce que tu gères que des merdes avec d'un côté RH. Pas vraiment en fait, pas vraiment, mais gérer des restaurants, les volumes, c'est un service qui redémarre tous les jours. Les approvisionnements. Les appros, faut vous dire, c'est un métier qui redémarre chaque service. Vous avez beau faire une belle journée hier avec des beaux services, des gens en forme, super vibe dans le resto, vous avez vraiment le sentiment que c'est cool, etc. Le lendemain, ça redémarre de zéro. C'est assez difficile de capitaliser d'un service. Alors évidemment, vous avez la notoriété d'un restaurant, le fait que ça marche commercialement, oui. Mais c'est un métier c'est un pur métier d'exécution et d'opération. Et je dis souvent à mes équipes, parce que maintenant on a 25-26 restaurants, oui, ça marche, mais je leur dis le jour où on pense collectivement qu'on a un bon concept ou qu'on a un bon produit, on est mort. On est mort, ouais. Et oui, parce que c'est un métier qui n'est pas fait d'autosatisfaction, en fait. C'est un métier qui est fait de remise en question permanente. Exactement. Et l'ajustement de qualité, c'est ça, c'est pas un métier qui se processe, c'est pas un métier dans lequel vous vous retrouvez et vous dites, OK, ça y est, j'ai bâti le truc, ça va rouler. Ça marche pas, ça. Non. Donc c'est tous les jours, il y a des ajustements, et la qualité, et on monitore ça. Et parfois, c'est un peu moins bien, parce que c'est la réalité de notre métier. Parfois, c'est un peu moins bien. Oui, parfois, c'est un peu moins bien. Mais il faut être là, il faut être super réactif, il faut être derrière, etc. Je vous écoute, et là, quand vous me dites parfois c'est un peu moins bien, je me rends compte que c'est aussi un métier qui est fait d'une certaine humilité, c'est-à-dire accepter. Parce que quand on a des gens qui viennent déjeuner, dîner chez vous, il y a un jugement immédiat. Permanent et immédiat. C'est bon, c'est pas bon. Ouais. C'est bien, c'est pas bien. Et tout le monde a un avis. Et voilà. C'est comme Didier Deschamps. Il y a 66 millions de sélectionneurs. Là, chaque client est le propriétaire du resto. Chaque client sait mieux que vous. Et pourquoi vous avez mis du rouge là ? Et pourquoi il n'y en a pas là ? Et vous savez quoi ? C'est une force, ce truc. Ouais. C'est une force parce qu'on pilote un métier, on pilote une activité, un métier, dans lequel on a un retour client permanent. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ça. Donc, c'est sûr que c'est des études de qualité ou d'impact, on appelle ça comme on veut, qui sont quasi instantanées, immédiatement, tous les jours. Et ça vous permet d'être dans la réactivité et de l'ajustement de qualité très rapide et très permanent. Ouais. Si on n'avait pas ça, il se passerait quoi ? Une équipe un peu moins bonne, une cuisine qui est un peu moins bonne, la fatigue dans un restaurant, ça arrive tous les jours en fait. Et on n'avait pas ces retours, et on ne monitore pas ce truc-là, il se passe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, sans qu'on ajuste, sans qu'on intervienne. Donc en fait, et là, c'est tous les clients qui passent et qui vivent une expérience qui n'est pas satisfaisante et qui emmagasinent du non. Et un client qui n'est pas content, c'est 100 clients qui ne reviennent pas parce que ça marche comme ça. Et c'est valable dans le sens inverse. Donc c'est difficile. On a des milliers de reviews parce que maintenant tout est digitalisé. Donc on a des milliers de reviews
quasiment tous les jours, à minima la semaine sur nos restaurants. C'est pas facile de lire quand vous mettez vos tripes, vos trucs, et que vous lisez le mec qui vous fait un retour négatif. Mais la réalité, c'est que... Le tiramisu, il n'y avait pas assez de chocolat. Mais on prend, et c'est notre métier de faire le filtre de ce qu'on pense être vraiment valable ou pas, et en tout cas d'être dans l'humilité extrême pour se dire que notre métier recommence tous les jours et que rien n'est acquis. Et c'est pas facile d'avoir ce feedback permanent, mais c'est très utile. Ouais, et puis vous dites, on se remet en question tous les jours, rien n'est jamais acquis. Alors quand on est un entrepreneur alors en fait, on prend des risques tous les jours, quoi. Donc votre quotidien, c'est cette espèce de boule au ventre en disant on va se planter et si jamais ça marche pas, c'est un peu un état permanent, quoi. Oui, je pense que c'est commun à beaucoup d'entrepreneurs, quelle que soit leur activité. Et on s'est souvent défini avec Victor et nos équipes d'ailleurs comme des restaurateurs de métier, des entrepreneurs de mindset. Et une des 4 valeurs de Big Mama, et ces valeurs, elles sont très fortes pour nous, dans ces 4 valeurs, il y a l'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat parce qu'on a été un duo d'entrepreneurs et une équipe derrière de management et d'opérations et d'exécution. On a pris des risques. Il faut vous dire, à l'époque, on a ouvert notre premier restaurant à Paris, qui était le marché le plus embouteillé sur la cuisine italienne dans le monde. On disait aux gens, on va ouvrir une trattoria italienne. Les gens nous regardaient en disant, mais qu'est-ce que tu fais ? Il y en a tous les 50 mètres. Qu'est-ce que vous allez apporter ? Ensuite, on a ouvert la plus grande pizzeria à Paris, qui faisait 270 couverts, Pizzeria Popolare à Bourse. On a ouvert le premier restaurant sur 4 étages, sur un immeuble entier, Pink Mama. On a ouvert la Felicita, qui était dans le fin fond du 13e, 5500 mètres carrés de restauration, qu'on a opéré, nous, à 100%. 257 personnes de staff à temps plein. On a pris ces risques-là. Alors ça, c'est des RH, 257 personnes juste pour à temps un resto. Plein. Juste pour un resto. On a pris ces risques-là parce que voilà, on voulait aussi... parce que déjà, il y avait une excitation à vouloir changer des choses et à vouloir apporter des choses qui n'existaient pas. C'est ça, Tigrane, pardon si je vous interromps, mais le premier jour, alors, je ne sais pas qui sont vos bêta-testeurs personnels, hein, ça peut être votre famille, ça peut être votre épouse, je ne sais pas, hein, mais la première fois que vous dites, alors vous êtes diplômé d'HEC, de Ginette, enfin vous êtes passé par Ginette, vous avez fait Henri IV, vous passez votre bac brillamment, etc. Comme vous le dites, vous suivez une voie qui n'est pas du tout orientée pour devenir ce que vous avez envie de devenir. Et comment ça se passe la première fois où vous vous confiez à vos bêta-testeurs personnels en leur disant « Alors moi, en fait, les gars, je ne vais pas faire ça. Je vais ouvrir un restaurant. » Parce qu'avant de dire « Je vais faire une trattoria italienne à Paris », il y a bien un moment où vous décidez d'admettre devant tout le monde que vous ne deviendrez pas un capitaine d'industrie comme on attend de vous, quoi. Ouais, c'est une bonne question. Je me souviens très bien de ce moment. C'était au 2e semestre de l'année 2012 où effectivement, donc j'étais chez Stéphane à l'époque avec un super job. C'est ça, en plus, vous avez un super job. Ouais, j'avais un super job, j'avais un environnement qui était génial, mais je sentais au fond de moi-même que ça y est, j'arrivais au bout de mon étape et qu'il fallait se lancer maintenant. Donc j'ai jamais douté là-dessus, malgré le fait que c'est difficile à expliquer, mais voilà, c'est un sentiment que vous avez. J'ai jamais trop douté sur le fait qu'il fallait que je quitte ça pour de l'instabilité initiale, mais que c'était ça mon parcours de vie. Et ensuite, sur la restauration, alors oui, je raconte pas, oui, mes amis, mon papa, etc., qui au début comprenaient pas trop ce changement radical de dire... Et pour être très honnête, parce que cette histoire est assez connue, je l'ai souvent racontée, on a quitté notre job pour monter au début des crêperies. Donc ça n'avait rien à voir. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que ce n'est pas très, très intéressant et important, mais on a quitté pour ça. On a été formés à Brest sous la flotte pendant un mois et demi. On est devenu maître crépier alors qu'on n'avait rien à voir avec tout ça. Les gars avec la raclette, on faisait le truc, on était venus, on était formés dans une petite crêperie, on avait fait faire la plonge pendant 4 jours, puis ensuite ça, on avait fait tout ce cheminement-là. Et puis on s'est aperçu que en fait, c'était pas ce qu'on voulait faire. Déjà, c'était pas très italien. Voilà, qu'on voulait faire de la restauration, mais qu'on n'était pas très affine avec le produit, et c'est pas ça qu'on voulait faire. Donc c'est pour ça qu'on a switché très rapidement vers la cuisine italienne. Mais en tout cas, pour vous dire que ouais, l'histoire, elle vient de loin. Elle vient très, très loin. Et oui, vous êtes toujours confronté à des gens qui vont dire « ça va pas marcher, pourquoi tu fais ça ?» etc. Il faut avoir la petite flamme interne qui fait que... C'est ça. Et je vais vous raconter aussi
cet événement très personnel familialement, on était tous très proches. On est 6 enfants, donc mon papa et maman ont eu 6 enfants. J'ai 5 frères et sœurs. On a perdu un frère, Aurélien, qui était d'ailleurs diplomate monégasque aux États-Unis, donc qui avait aussi un lien très fort avec la principauté, et qui s'est suicidé il y a, je dis pas de bêtises, j'avais 22 ans, donc j'en ai 39, donc voilà, il y a quelques années maintenant. Il y a presque 20 ans. Presque 20 ans, et parce qu'il était malheureux dans son métier. Il était malheureux dans le parcours de vie qu'il avait choisi. Il avait envie de faire. Et c'est évidemment quelque chose... J'étais très très proche de lui, d'Aurélien. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué dans le fait de ne perdre jamais ton ambition de vie et ta trajectoire désirée. C'est ce qui donne le feu sacré. Hein. Ouais. Et en fait, je pense que même quand on m'a fait douter, quand on m'a dit « Mais pourquoi tu veux faire ça ? Pourquoi la restauration ? Et pourquoi ?» machin. Déjà, j'ai toujours trouvé que c'était un métier très noble. Je ne l'ai jamais perçu comme quelque chose de moins bien qu'une voie royale parce que j'avais fait un parcours académique qui était bien, etc. Jamais, jamais. Au contraire, j'ai plutôt très, très largement valorisé. Et je savais que c'était ça que je voulais faire. Et la réalité, c'est qu'on est une dizaine d'années plus tard, et je ferai ce métier-là toute ma vie. Je sais. Alors, c'est ça. C'est si c'était à refaire. Ah bah. Oui. Sans hésiter. C'est pas 100 fois, c'est 1 milliard de fois. Parce que quand je parle du bêta-testeur, vous avez parlé à Stéphane Courbit, vous lui avez dit Stéphane, c'est génial ce que vous m'avez permis de faire, c'est fantastique, mais je m'en vais. Ah bah oui, puisque j'ai démissionné un matin en allant dans son bureau. C'est vrai, comme ça ? Ouais, bien sûr. Bien sûr, je suis rentré un matin je partageais plus ou moins mon bureau avec lui. J'étais un petit assistant, hein, attention. Hein. Ouais, mais enfin. Mais quand on un est jour, un je capitaine rentre d'industrie, qu'on a des effectivement bons assistants. dans son bureau et je lui dis Stéphane, j'ai quelque chose à te dire. Je vais quitter Love Group parce que je veux monter mon propre projet. Il se trouve que c'est un entrepreneur incroyable et donc il a compris parce moi-même, aujourd'hui, quand j'ai des très bons de mon équipe qui partent pour monter leur projet, en fait, ça me fait plaisir. Donc, j'ai compris ce qu'il avait compris à l'époque. Et non seulement il a été mieux que ça, il nous a beaucoup soutenus. C'est pour ça qu'il a été la première personne qui a investi dans le projet, en nous faisant confiance, les yeux fermés, parce qu'on n'avait pas vraiment de projet. Mais il avait confiance, je pense, dans l'équipe. Et évidemment, quand vous avez un investisseur de cette qualité-là, ça en appelle d'autres, etc. Bien Donc sûr. ça a été extraordinaire. Il nous a même incubés, c'est des petits détails, mais il nous a permis de rester dans les bureaux les quelques premiers mois à titre gracieux parce qu'on n'avait pas de moyens et qu'on n'avait pas de structure, etc., etc. Plein de petites choses qui font que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je garderai beaucoup d'affection pour eux. Alors, c'est quand même très étonnant, parce que quand on est extérieur à ce monde, qu'on n'est pas un entrepreneur soi-même, on a du mal à imaginer cette solidarité qui existe dans le monde de l'entrepreneuriat, qui est une sorte de respect. Hein. C'est comme si vous vous reconnaissiez entre vous. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il vous a permis de rester dans les locaux, etc., ça paraît très, très difficile à comprendre, de dire, OK, le gars s'en va de mon organisation, il veut plus travailler avec moi, il veut monter son truc, mais je l'héberge encore, parce que quand même, il faut bien qu'il soit quelque part. Et donc, cette espèce de solidarité, peut-être que quand vous dites que votre passion, c'est les RH, c'est peut-être ça qu'on retrouve. C'est cette espèce d'affection, ou en tout cas d'attachement à l'humain et à sa réalisation, je ne sais pas. Oui, sur le côté d'entraide entre les entrepreneurs, c'est clair, elle existe parce qu'on sait que c'est un chemin qui est semé d'embûches et c'est les montagnes russes. Et donc on est tous, quand on est passé par là, on sait la charge mentale que c'est d'être en bas et puis de se faire tirer pour aller en haut et puis inversement. Et on est je vois ce parallèle-là aussi totalement avec mon associé. On a monté une boîte à 2. Wow. Ouais. Moi, j'ai une admiration infinie pour ceux qui ont été entrepreneurs seuls. Ouais. Wow, c'est Dieu. Faites le Mont Blanc ou l'Everest à 2 et faites-le seul. Ouais. C'est pas la même. C'est pas la même. Non, c'est pas la même. Donc, évidemment, la métaphore, elle est un peu forte, mais en fait, c'est assez similaire. Vous êtes deux, vous avez des downs, il est là, il y aura un soutien. En plus, on est très complémentaires avec Victor, on n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes forces, on s'appuie énormément sur l'autre, on se fait confiance.
un peu, et c'est tombé du ciel parce qu'on ne se connaissait pas très bien quand on a décidé de s'associer. Donc ça, c'est quand même incroyable d'avoir. Et on a vous vous rendez compte que mis bout à bout, là, tout ce que vous êtes en train de nous décrire, ça relève presque du destin. Hein. C'est quand même... parce que bon, s'associer avec un gars qu'on ne connaît pas très bien, sur un domaine qui est quand même un domaine très compliqué, très concurrentiel, qui, surtout en allant sur l'Italie, comme vous le dites, il y a quand même beaucoup d'aspects où vous aviez tout pour vous planter. Hein. Oui, mais c'est un métier et entrepreneur, je ne veux pas du tout le réduire que à ça, mais c'est un métier où il faut avoir du bon sens. Ouais. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans de restauration ou d'hôtellerie pour pouvoir faire des choses bien. Parfois ça aide, parfois ça aide pas. Parfois ça aide pas. C'est ça. Parfois ça aide. Moi, j'ai dit toujours, c'est Apollo 14. Hein. Ils ne savaient pas que c'était possible, alors que c'était pas possible, alors ils l'ont fait. Et le bon sens, c'est quelque chose que vous cultivez indépendamment du métier dans lequel vous faites. Donc, c'est un métier de bon sens. 2, quand vous dites qu'il y a une forme de destin, oui et non, il y a beaucoup de travail. Pardon c'est-à-dire du bon sens, beaucoup de travail. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé. Et une petite étoile. Et ce qu'on appelle la chance, dans le sens, c'est cette association de petites étoiles, de bonnes rencontres, petites étoiles, bonnes rencontres, du karma positif que vous pouvez déployer un petit peu autour de vous et qui fait que vous attirez un peu ces petits anges gardiens et ces petites étoiles qui vous protègent dans l'ascension du Mont Blanc. Ouais. C'est un peu ce que disait Jean-Louis Etienne. Il dit on avance avec toutes les antennes ouvertes. Et forcément, avec ces antennes ouvertes, on capte des choses, on les assimile, on les transforme, on s'en sert. Et notre métier, c'est de prendre des décisions, de prendre peut-être 10 décisions par jour, dans lesquelles vous n'avez aucune certitude de réponse. Donc en fait, c'est avoir confiance en soi, avoir confiance dans... Et c'est pas facile, mais je pense que Victor et moi, on a toujours eu beaucoup cette confiance en nous qui nous a permis de prendre les risques qu'on a pris, dont on parlait tout à l'heure. Cette confiance en vous, vous l'avez en vous, ou on a parlé d'Henri IV, on a parlé en tout cas d'institutions à travers lesquelles vous êtes passé, qui sont réputées d'ailleurs pour fabriquer de ce qu'on appelle des profils, des talents. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a enseigné ? Je crois pas, enfin j'ai pas de souvenir d'avoir été particulièrement façonné sur ce point-là. La confiance, faudrait que vous interviewez ma femme Erika, qui est entrepreneuse aussi, qui a monté ça fait 1 an et demi qu'elle a monté une plateforme d'accompagnement, de coaching et de psychologie pour tous les adolescents entre en gros 12 et 20 ans pour leur permettre de gagner confiance en eux. Donc on est en plein, enfin on en parle tous les jours à la maison, c'est un gros sujet qui me passionne d'ailleurs parce que je pense que la confiance est à la base de tout. Et ça fait une différence énorme. Et ça fait une différence énorme. Elle est liée à plein de choses. Elle est liée à votre environnement familial, elle est liée aux rencontres, justement, aux gens qui vous tirent plus ou moins. Enfin, il y a plein de choses. Je ne pourrais pas la répondre en 3 secondes, mais qu'est-ce qui, moi, m'a donné de la confiance très instinctivement, je dirais, mon univers familial. J'ai eu une chance incroyable avec des petits épisodes difficiles. Moi, j'ai perdu ma maman très jeune. J'ai grandi avec une maman entre 11 et 17 ans qui avait un cancer très avancé, donc très malade, etc. Souffrante. Souffrante. C'est pas facile quand on a 12 ans et qu'on voit ça. Mais en tout cas, je pense que ça forge et toujours très aimant et toujours très protégé. J'ai grandi en étant le cadet d'une famille de 6 enfants. Vous êtes le dernier ? Oui, je suis le dernier. Le petit dernier. Le petit dernier, oui. Et ça, c'est une puissance absolue. Ouais, c'est une force. Parce que on a 5 petits... On a 5 personnes qui sont là devant vous et qui vous montrent des chemins, d'ailleurs, qui sont tous très différents. C'est drôle parce que dans la famille, on est 6 frères et sœurs, on a des parcours, des métiers, des attitudes, des qualités complètement différentes, mais on est très très proches. Ouais. Et donc ça, c'est vrai que ça m'a forgé. On se disait, mais pourquoi l'hospitality ?
Voilà, une des réponses, c'est j'ai grandi dans une famille de 6 enfants, des tablés incroyables. Il fallait taper sur la table pour prendre la parole. Parler. Non, mais littéralement, c'était ça, avec des fortes personnalités. Vous disiez que vous connaissiez un petit peu mon papa. C'est des fortes personnalités. Il fallait exister dans tout ça. Et donc, oui, on s'est un peu battu pour exister. C'est ça. Et après, on a des facilités dans certaines choses et on en a moins dans d'autres. Et puis ça vous pousse vers... J'ai pas vraiment de réponse et je veux pas faire de psychologie de comptoir, mais c'est en tout cas j'essaierai. J'ai 3 petits enfants aujourd'hui avec Erika. J'essaierai de. S'il y a une chose sur laquelle j'aimerais vraiment me battre dans tout leur accompagnement de jeunesse, c'est de leur donner confiance en eux. D'ailleurs, vous dites j'en ai 3. Vous en vouliez plus que 3 parce que on dit toujours que quand on a grandi dans une famille nombreuse, on en veut plein. Ça n'a pas dérogé. Ça n'a pas dérogé. Quand j'ai connu ma femme, ça fait quasiment 20 ans qu'on est ensemble, donc j'ai connu assez jeune. Mais je lui ai toujours dit au départ, moi aussi, je veux 6 enfants, etc. Ah ouais. Et puis on en a fait 3. On a vraiment envie, de s'en occuper, de garder cet équilibre de vie pro, vie perso qui est très important pour nous. Et c'est du sacré boulot, quoi. Donc c'est ça. on en a fait 3, on s'arrête là et on est super heureux. On a la chance d'avoir 3 bouts de chou qui sont les amours de notre vie et dont on se sent très responsable et très très impliqué. Et donc c'est déjà bien. Et déjà bien. Donc à la fin on s'arrête là, mais c'est un bon bordel à la maison aussi, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, parce qu'on a parlé subrepticement de votre attachement à Monaco, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est, ok, vous l'avez quitté assez tôt, vous y revenez de temps en temps, mais est-ce que vous aimez Monaco ou pas ? Oui, et je le dis pas parce qu'on est sur, on est en principauté. Ça pourrait être juste de dire je connais pas. Non, j'aime profondément Monaco sans pouvoir trop vraiment l'expliquer de manière rationnelle. Parce que déjà je suis monégasque et c'est ma nationalité, c'est mon passeport, c'est mon pays. Et je ne suis que monégasque. Je n'ai même pas un double attachement, on va dire, de citoyenneté. Donc, j'y suis très attaché, pour cette raison-là. 2, parce que j'ai la moitié de ma famille aujourd'hui qui habite Monaco. Qui vit à Monaco. Donc, mon papa qui est toujours là, mon frère Balthazar, qui vit ici depuis maintenant Balthazar qui est même élu, Oui, c'est-à-dire qui est ce qu'on appelle le Conseil national, qui est notre Parlement, et donc qui est très impliqué dans la vie quotidienne et dans la vie en général du pays, de la cité. Tout à fait, et comme je suis très proche de lui, je vis cette vie monégasque au travers de Balthazar de façon assez active. Donc ça me permet de suivre énormément ce qui se passe ici, beaucoup grâce à Balthazar. À sa femme Annabelle, également, qui a aussi Annabelle, qui dirige la mission pour la transition énergétique. Exactement. Donc j'ai des grands points de repère très proches, familiaux, qui sont ici. Ça me permet de suivre la vie d'ici et ce qui se passe d'ici et d'avoir cet attachement. 2, j'y viens régulièrement. Il se trouve que j'ai aussi un restaurant maintenant depuis quelques temps, donc j'y viens plus parce que j'ai une activité aussi sur place. Il faut venir quand même. Non, mais donc ça a été aussi un choix, on va dire très personnel, d'ouvrir ici parce que ça m'a permis de venir plus. Et je sais que je reviendrai. Il y a un petit plan quelque part de dire les 3 petits, on va aussi leur permettre de vivre un peu à Monaco. On reviendra. Vous dites que vous êtes installé à Madrid. Ouais, ça fait 4 ans qu'on est parti de Paris pour aller à Madrid juste avant le Covid, en tout début 2020, pour ouvrir les premiers restaurants à Madrid à l'époque, sachant que mon associé Victor était parti à Londres pour ouvrir les premiers restaurants à Londres. On a toujours été convaincus que quand on ouvrait des pays étrangers, il fallait aller sur place et vivre pour comprendre et être sur place, pour y être. Et il se trouve qu'on est resté à Madrid parce qu'on adore la vie là-bas et que on a une vie très agréable, que les enfants grandissent très bien là-bas et qu'on y est bien. Ils parlent espagnol, les enfants ? Oui, ils parlent espagnol entre eux. Et c'est quasiment leur première langue aujourd'hui. C'est assez dingue. La force de l'enseignement. Et ils sont dans une école anglaise et donc ils ont 5 ans, ils sont quasiment trilingues, ce qui est absolument un luxe incroyable que nous, on n'a pas dingue. Donc oui, notre environnement est top là-bas. Donc aujourd'hui, on y est très bien, mais on sait qu'on reviendra ici. C'est une bonne nouvelle, ça. Parce que
ça paraît con de dire ça, mais pardon, je dis Si. quelques gros mots. On aime la vie méditerranéenne, on aime la vie du soleil, on aime la vie du Sud. La vie du Sud. Pour avoir vécu 30 ans à Paris, que j'ai adoré et j'adore cette ville, je continue de l'adorer, mais voilà, en étant maintenant à Madrid et en connaissant la vie d'ici, c'est quelque chose qu'on ne va pas vouloir quitter. Et pour l'attachement familial qu'on aura, et je pense qu'on sera même plusieurs frères et sœurs à probablement revenir au-delà de Balthazar. C'est une bonne nouvelle, ça. Voilà, Parce que donc là, il y a 2 ans, vous ouvrez Giacomo à Monaco. Tout à fait, sur la plage du Larvoto. Sur la plage du Larvoto, vous l'ouvrez à l'occasion d'ailleurs d'une opération que mène le gouvernement pour redynamiser. C'était un appel d'offres des domaines. Un appel d'offres, des domaines, pour redynamiser tout un quartier qui a été complètement. Alors les Anglais disent rehabbed, mais je ne sais pas si c'est exactement ça, mais qui a été complètement repensé, avec un front de mer qui a été complètement repensé. Et là, vous vous dites, c'est l'occasion de remettre un pied chez moi, c'est ça ? Là, ça s'est fait de façon très naturelle. Ça faisait quelques temps que je discutais d'ailleurs avec Balthazar, mon frère, de l'opportunité de trouver un local à Monaco. Ça, c'est pas simple. Et c'est pas simple, l'immobilier étant assez compliqué, assez cher. Et puis Big Mama, ce sont des implantations quand même qui ont besoin de volume. Hein. Tout à fait. Donc c'est pour ça aussi que c'était effectivement, on ouvre plutôt des très grands restaurants, des gros volumes, etc. Et on regardait sans regarder. On regardait un petit peu sans regarder. Et un jour, Balthazar m'appelle, il me dit, effectivement, le gouvernement va lancer un appel d'offres pour quelques sites de restauration, notamment de restauration sur la plage, donc sur le Larvoto. Tu devrais regarder. Et c'est parti de là, on a regardé, on a candidaté. Et puis on a passé les étapes et on a finalement eu un des lots du front de mer. Dont on est très content, et c'était aussi un emplacement que pour le coup que je connaissais petit parce qu'on a un peu grandi sur cette plage de Larvoto. Et donc c'est vous qui l'ouvrez ou c'est Victor ? Ce restaurant-là, dans le sens où... Quand vous dites je suis parti à Madrid pour ouvrir le resto, lui est parti à Londres pour ouvrir à Londres. C'est clairement moi. C'est clairement moi parce que c'est moi qui ai l'attachement ici, qui est la compréhension aussi. C'est pas facile, Monaco. C'est très particulier. Et on pourra en rediscuter de pourquoi d'ailleurs, pourquoi c'est particulier. Mais non, clairement, c'était plutôt moi. Enfin, ensemble, évidemment, on a tout fait ensemble, mais plutôt moi, avec cette petite touche d'humour où on l'a appelé Giacomo, évidemment, en hommage à mon papa, puisque c'est grâce à lui qu'on est arrivé à Monaco. C'est grâce à lui qu'on est devenu... Moi, je suis né monégasque, mais il est devenu monégasque. Les frères et sœurs n'étaient pas tous monégasques. Ils sont devenus. Exactement. Et donc voilà, on a trouvé que c'était sympa. Et est née l'histoire de ce restaurant-là. C'est un restaurant dont je suis évidemment très attaché par sa situation géographique, qui a ouvert des choses un peu nouvelles pour nous. Parce que mine de rien, il est ouvert toute l'année, mais c'est très saisonnier. C'est un emplacement en front de mer, sur la plage, les enjeux sont quand même. C'est pas pareil que quand vous ouvrez en plein cœur de Paris, en plein cœur de Madrid, en plein cœur de Londres. C'est pas les mêmes usages, c'est pas les mêmes. Donc voilà, ça a été assez nouveau pour nous. C'est pas un très grand restaurant à l'échelle des restaurants qu'on a là-bas. Mais en tout cas, voilà, on est très content du restaurant. On a Brenda, qui est la nouvelle directrice maintenant depuis 4-5 mois, qui est arrivée, qui est une historique de Big Mama et qui s'est installée là. Parce qu'il y a une culture quand même. Au bout d'un moment, quand on a 26 restaurants, on a une culture. Vous dites c'est un groupe de restaurants, ils sont tous différents. Il y a quand même une culture qui les unit. Ils sont tous différents pour le client, mais il y a une vraie unicité de famille de l'un à l'autre. Et on fait d'ailleurs énormément... la valeur cardinale et centrale de Big Mama, c'est la méritocratie. Je parlais de l'entrepreneuriat tout à l'heure. Il y a l'excellence, la méritocratie, l'authenticité et l'entrepreneuriat. Et la méritocratie, c'est la pierre angulaire de toute notre culture d'entreprise et de la façon dont on veut piloter notre action sociale et RH dans l'entreprise. Et ça veut dire quoi, la méritocratie ? Ça veut dire que vous recrutez des gens qui ne sont pas forcément du métier, on en parlait tout à l'heure, dont on ne va pas tant regarder ce qu'ils ont fait avant, leur passé positif, négatif, etc.,
dans lequel on va essayer de déceler une flamme du sourire. Et votre phrase, c'est « on veut faire bon, pas cher, servir avec le sourire ». Le servir avec le sourire, il est très important. Et on va essayer de déceler ça. Et une fois qu'on aura décelé ce potentiel, on va le mettre dans l'écosystème Big Mama et on va faire en sorte, et on n'y arrive pas toujours, mais il y a beaucoup d'exemples et de cas où on y est arrivé, dans lesquels on fait grandir ces talents en devenir. Et on dit, il y a la mission interne de Big Mama, ça va peut-être vous faire rigoler, mais parce qu'on ne la communique pas tant d'un point de vue externe, mais c'est ce qu'on appelle chez Big Mama « Change people's life with pizza ». Notre métier, c'est pas d'être restaurateur. Notre métier, quand on a créé il y a 10 ans nos restaurants, on s'est pas dit « Ah, il faut créer des restaurants parce qu'on va apporter quelque chose en faisant de la restauration ». S'il n'y a pas Big Mama, les gens ils vont pas mourir de faim. On n'a rien apporté. En revanche, ce qu'on a apporté, c'est qu'on a apporté un écosystème, un terrain de jeu dans lequel n'importe qui rejoint l'aventure Big Mama demain a la capacité de changer sa vie. Et c'est ça la puissance, on va dire, de faire de la restauration. Quand vous travaillez chez, je ne vais pas citer des entreprises avec leur nom, mais dans plein d'industries, soit si vous n'êtes pas technicien du départ du truc, c'est mort. En fait, chez Big Mama, vous pouvez venir, quel que soit votre parcours, quel que soit votre passé, si vous avez la volonté, une bonne force de travail, parce que ça bosse dur. Il faut être clair là-dessus, et je veux pas être... Mais l'envie de donner un peu de bonheur aux autres, etc. On a des parcours de vie. Notre co-CEO qui gère la moitié des restaurants, c'est-à-dire quasiment 1500, 1200, 1500 bonhommes aujourd'hui, Enrico, il a démarré runner chez nous. Runner, c'est la personne qui porte les assiettes. C'est même pas le serveur qui parle au client. C'est la personne qui porte les assiettes entre la plonge et la table. La démarre comme ça, aujourd'hui, c'est le CEO de la boîte. Et je vous cite Enrico, mais il y en a 25 000 comme ça. Donc, c'est notre capacité à offrir ce terrain de jeu-là, à faire en sorte qu'il y a un cadre épanouissant, un cadre rassurant, structurant, qui est aussi dans lequel on pousse les gens. On est exigeant, voilà. Attention. Hein. Voilà, j'allais dire comment on entraîne cette disponibilité. Elle n'est pas seulement self-voluntary. Hein. Il y a aussi un moment où Non, mais il faut être clair. Le monde des bisounours où tout est beau et machin, oui, il faut donner un cadre respectueux, épanouissant, mais il faut être exigeant. Et ça, c'est la valeur d'excellence. On est là pour faire les meilleurs restaurants de la ville. On est là pour faire... Et on est exigeant par rapport à ça. Et donc, oui, ça ne va pas à tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas le sentiment que ça allait leur aller. Et qui se rendent compte à l'usage. En fait, ils se sont mis dans le truc et ils ont eu des parcours incroyables. Et changer la vie des gens grâce à la pizza, ça peut être grâce à n'importe... La pizza, ça pourrait être... D'ailleurs, il paraît que la pizza chez Giacomo est très bonne. Donc, la vie des critiques. Mais voilà, on pourrait dire change people's life with Negroni, change people's life with pasta carbonara. Enfin, peu importe, c'est que le sens de notre métier. Pourquoi moi, je me lève le matin en tant que patron de cette boîte, c'est parce que j'ai envie de continuer à nourrir cette histoire de croissance qui va permettre aux gens de grandir. Grandir en termes de salaire, grandir en termes de position, grandir en termes de position managériale, grandir en termes géographiques. Moi, je suis parti de Paris pour aller ouvrir à Madrid. Mais en fait, j'ai des milliers de salariés qui ont fait pareil. Qui étaient dans le resto à Berlin. Et là, on leur a dit, on ouvre un resto à Milan. Qui veut aller à Milan ? Ah, mais moi, je vais aller à Milan. Hop, je vais à Milan. Et inversement, et tac. C'est ce qu'on appelle les Erasmus dans le langage interne de Big Mama, mais cette mobilité, il y a 40% des effectifs d'un nouveau restaurant qui sont des anciens. C'est vrai ? La priorité qu'on donne quand on staffe un nouveau resto, c'est en interne, et c'est dire, voilà, on ouvre un resto à Londres. Voilà, n'importe qui de Monaco, de Madrid, de Londres, de Paris, de Berlin, de Munich, etc. peut être dans ce nouveau resto. Peut candidater et peut aller là-bas. Et vous avez jamais eu des soucis en vous disant très bien si je fais ça, parce que la mobilité, c'est par définition un déséquilibre permanent, qui n'est pas forcément négatif, mais c'est un déséquilibre permanent, la mobilité, parce qu'on a à peine le temps de faire une équipe qui fonctionne dans un truc, machin, et paf, il y en a un qui s'en va, et ça peut tout changer. Et donc ce déséquilibre permanent, est-ce que c'est une source de stress pour vous ou pas ? Vous avez totalement raison, ce déséquilibre, il est recherché, mais il doit être contrôlé. C'est géré au moins. Il doit être géré et contrôlé. C'est-à-dire que déjà, si on fait ça tous les 4 mois, ça ne marche pas. Il y a besoin d'un tout petit peu de stabilité.
Mais c'est un métier qui est très répétitif, qui est très dur, qui est très lassant. Qui peut être lassant, ouais. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et donc, en fait, redonner du déséquilibre positif où voilà, vous êtes un peu assis au fond de votre chaise et puis en fait, c'est un peu... Et là, hop, on va vous pousser un peu vers l'avant en disant « Ok, maintenant, tu vas retrouver du mouvement, de l'attraction, du dynamisme, etc. » Tu vas changer d'appart, tu vas changer de ville, tu vas changer de langue. Et ils retrouvent des copains et ils y vont peut-être à plusieurs, etc. Donc, il y a une forme... Dans l'instabilité, il y a toujours des petits points d'équilibre. Ouais. Ils sont dans le même environnement, ils sont dans les mêmes... Parce que c'est les mêmes formations, c'est les mêmes façons d'opérer un peu des restos à droite à gauche. Donc, ils ne perdent pas complètement, ils ne changent pas de vie totale. Mais moi, j'y crois pas mal. J'y crois pas mal parce que, en plus, c'est sur une population qui est... Alors, on a tout profil d'âge, tout profil, mais qui est quand même très concentrée, on va dire, entre 20 et 35. Et donc, c'est des gens qui sont très mobiles, qui n'ont pas encore forcément d'enfants, de famille. Donc, évidemment, si je bouge demain avec mes 3 enfants, c'est une logistique énorme. Eux, d'un mois à l'autre, c'est facile. Et puis, allez, je vais faire 1 an d'expérience à l'étranger, et puis je reviens. Parce que j'allais vous dire, comment ça se passe au niveau perso ? Parce que quand j'ai bien écouté, vous parlez de leadership par l'exemple, ou en tout cas de vivre la même vie qu'eux. Donc, comment ça se passe au niveau perso quand on décide d'ouvrir à Madrid et qu'on dit à son épouse, bon ben là, tu vois, on va faire les valises, on va aller s'installer à Madrid. Ça fait 15 ans qu'on vit ici, ok, mais là, on s'en va. Ouais, ça a été une étape de vie, probablement la plus grosse étape de vie qu'on a connue en tant que familiale. Donc, il y avait déjà des petits ? Oui, on en avait 2. 2 sur 3. Qui avaient 1 et 3 ans. Donc, on avait 1 et 3, c'est petit. Melchior et Olympia qui avaient 1 et 3. Et surtout... Erika, qui était depuis 10, 11 ou 12 ans chez L'Oréal, sublime parcours de progression, qui était DG de marque là-bas. Incroyable boîte. Voilà, incroyable boîte, qui adorait son job, qui était très, très impliquée, trop impliquée. Souvent, ça arrive. Et donc, ça a été à la fois une rupture importante et à la fois une opportunité énorme. C'est-à-dire que je lui ai dit, on était en juin 2019, je pense qu'on va signer un resto à Madrid et ce serait top si j'allais si j'allais en tant que patron de la boîte, mais si on allait habiter là-bas pour lancer le premier resto et les premiers restos en Espagne. On ne parlait pas un mot d'espagnol, on n'avait jamais été en Espagne de notre vie. Et donc ça s'est passé, je lui ai dit, viens, on va passer un week-end et on va voir si déjà on a un tout petit peu d'affinité avec la ville. On y va, on a eu probablement les 2 seuls jours de pluie de Madrid de tout l'été. Alors non, il n'y a pas 2 jours de pluie par an à Madrid, il y en a plus. Hein. Non, de l'été, j'allais dire. De l'été, parce que l'été, il fait très beau et très chaud. Ouais. Et donc on arrive, on a plutôt un bon fit avec la ville, et on revient, on signe le resto, et je dis à Erika, est-ce qu'on confirme, on y va ? Et en fait, on se connaît bien, on est très proches dans ce qu'on veut faire ensemble de notre vie, et on savait que c'était une opportunité qu'il fallait saisir. Et Erika a été extraordinaire parce que elle a dit ok, en fait je vais démissionner et on va y aller et on va prendre le risque. Elle a été incroyable parce qu'elle avait un vrai elle avait un vrai parcours, elle avait un vrai capital à elle. Un vrai capital à elle. Et en même temps, elle a senti avec les 2 petits chouchous qui étaient là et qui grandissaient qu'elle avait besoin de couper le cordon un peu avec un rythme de boulot qui était très intense et que c'était finalement grâce à ça qu'elle allait le faire. Et elle ne l'aurait jamais fait si on était resté à Paris. Jamais. Et donc, ça a été cette opportunité-là. Ensuite, ça a été plus compliqué. On est parti en janvier, en milieu d'année, avec les 2 enfants. Bon, ils étaient petits, mais on s'installe dans une ville. Au début, vous connaissez personne, vous ne parlez pas la langue, etc. On arrive le 15 janvier. Et le 15, donc on s'installe en 1 mois et demi. 15 mars, paf. Le 15 mars, boum, Covid, où je lui dis, alors ça faisait peut-être 10 jours qu'on commençait à être un tout petit peu installé, et je lui dis, écoute, c'est le Covid, j'avais plus de 1000 salariés en France, et j'avais 1 ou 2 salariés en Espagne, on n'avait pas ouvert encore le resto, qui devait ouvrir en mai ou en juin. Et je lui dis, il faut qu'on retourne en France. Et sachant qu'on n'avait plus d'appart, plus rien, puisqu'on était locataire à l'époque à Paris, on avait tout rendu.
Et donc là, ça a été, mais Ça a été rock'n'roll quand même. Ça a été rock'n'roll. On a passé un mois chez sa maman à côté de Montpellier, puis un mois dans un autre truc, puis un mois on faisait des sauts de puce. Moi qui étais stressé à la mort parce que... Mais vous avez quand même laissé la majorité des affaires en Espagne. On a quitté l'appartement, on n'a limite pas éteint l'électricité. On pensait qu'on allait revenir 3 jours après. Parce que c'est ça, vous avez juste mis la clé dans la porte et puis voilà. On y va une semaine. On pensait que ça allait durer une semaine. Ouais. Et en fait, ça a duré 4 mois à l'époque, première vague, 4 mois. Et on s'est retrouvé à la réouverture du monde, on va dire, en début juillet. On dit, qu'est-ce qu'on fait en fait? On est en France, on a le truc là-bas et tout. Et puis on s'est dit, allez, on repart. Et en fait, voilà, on a bien fait. Encore une fois, on adore. Donc on s'est fait une vie super. Donc non, elle a été incroyable dans tout ça parce qu'elle est passée de capitaine d'équipe, grosse marque, gros boulot, à bosser comme une dingue, à devoir s'occuper des enfants à court terme, moi stressé, à devoir gérer la panique à bord on faisait de la restauration où on avait perdu 100% de notre chiffre d'affaires. Les 2 enfants qui étaient là, pas scolarisés, pas de crèche, pas d'école, à habiter chez des gens dans lesquels on n'était pas chez nous, etc. Donc ça a été comme tout le monde, voilà, on a tous été égaux face à la loi du Covid, donc il n'y a pas de... Mais ça a été des petites aventures, et aujourd'hui, elle est devenue entrepreneur, on a eu un 3e enfant entre-temps à Madrid, petite Georgia qui est née à Madrid, elle a monté sa boîte, elle est à fond. Voilà, de nouveau. Ouais. Donc, parce que finalement, vous me disiez tout à l'heure, c'est pas si simple à Monaco, et on y reviendra peut-être. Donc c'est le moment d'y revenir parce que ce que vous me décrivez à Madrid, c'est pas si simple non plus. Et pourtant, on a l'impression à vous écouter que finalement, ça a été une suite de caps à passer, que vous les avez passés, que voilà. Donc ça semble moins difficile que la façon dont vous avez parlé de Monaco. Vous m'avez dit, c'est pas si simple d'ouvrir un restaurant à Monaco, c'est pas si simple. Non. Bon, je vous ai aussi dit que dès que j'ouvrais un resto, des 26 restos qu'on a ouverts, j'avais la boule au ventre et que j'avais le sentiment que ça. Donc c'est pas spécifique à Monaco. Je disais que c'était pas si simple parce que dans l'univers qu'on connaît de la restauration, nous chez Big Mama, on n'avait jamais connu cet effet saisonnier d'être aussi. Là, je viens du restaurant. On est après le déjeuner et je viens de déjeuner chez Giacomo. Voilà, il pleuvait aujourd'hui. Enfin, il faisait pas beau. Voilà, vous avez une équipe full staffée qui est là, qui a dressé la terrasse parce que 50% du resto c'est une belle terrasse qui est sur la plage. Et il pleut, il faut tout remballer. Il pleut, il faut tout remballer. Du coup, il n'y a personne parce que, évidemment, c'est un resto de plage, donc les gens ne vont pas se précipiter sur la plage quand il pleut, là, etc. Oui, c'est pas simple à gérer, c'est pas simple. Alors que nous, on a quasiment, sinon, que des restos en centre-ville. Vous êtes assez peu dépendant de la météo, assez peu dépendant du flux. Ouais. C'est dans ce sens-là que c'est dans ce sens-là. Et la deuxième chose, et on en est très conscient quand on est à Monaco et quand on est monégasque et quand on vit ici, c'est un petit village. C'est une petite pression. Et c'est un petit village, donc il faut faire sa place. Et très humblement, c'est pas gagné. Vous arrivez là. Oui, je suis monégasque, mais en fait, vous voyez, c'est pas un gage. C'est pas un gage, quoi. Donc il faut se battre et on a eu des gens qui n'étaient pas forcément parfaits. Là où je suis content, c'est que je trouve que l'évolution de l'installation récente est très positive. On a vraiment une super équipe aujourd'hui. J'ai une confiance infinie dans la directrice de l'établissement, qui est un peu la capitaine d'équipe. Donc derrière, ça influe partout. Et donc là-dessus, je suis content. Ça m'a fait plaisir lors du déjeuner, même si... on a dû fermer la terrasse. Il y a une bonne vibe, il y a un bon sentiment avec l'équipe qui est aujourd'hui en place. Et ça n'a pas toujours été le cas. Et donc ça évolue bien et j'ai confiance en l'avenir. Donc. Bon, c'est déjà quelque chose. Alors, quand on dit j'ai confiance en l'avenir, est-ce que Big Mama a des projets là, autres que Monaco? Monaco, c'était il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. C'est plus un projet maintenant. On a ouvert quelques restos entre-temps. Oui, vous nous connaissez. On a une ADN de bâtisseur et de croissance. Donc, la réponse est oui. On a plein de projets tout le temps. Vous n'allez pas déménager de Madrid tout de suite, Non. Là, on y est bien. A priori,
on va pas bouger en tout cas. Pas tout de suite. Voilà, c'est en tout cas pas de discussion, c'est pas prévu. C'est une très bonne base pour voyager. Je voyage beaucoup, donc c'est très facile de voyager de Madrid un peu partout. On se développe en Europe. On est en train de regarder le Dubaï aussi. On est en train de commencer à regarder pas mal de choses aux États-Unis. Ouais, moi, je voulais vous parler de traverser l'Atlantique, en fait. Ouais. Parce qu'il y a quand même un endroit au monde où on aime la cuisine italienne et où il y en a partout, c'est aux États-Unis. Ouais. On le sait aussi, donc on regarde pas mal. Ça fait, c'est assez récent. C'est encore autre chose. Quelques mois. C'est quand je vous disais le truc de la boule au ventre et on redémarre de zéro. Là, on recrée une autre boîte, quoi. C'est on repart de zéro. Et si on n'a pas ce mindset-là, on va se planter. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup plus dur et différent d'aller aux États-Unis. Que je pense que d'aller à Dubaï, par exemple. Ouais. Alors que culturellement, intuitivement, on se dirait finalement c'est assez. Ouais. Non, c'est très différent, très compliqué. Et puis tu ne vas pas aux États-Unis. Tu vas en Floride, tu vas au Texas, tu vas à Los Angeles, tu vas à New York, et c'est encore 50 pays différents. Ouais. Et donc ce que tu fais en Floride ne va pas marcher au Texas. Donc déjà le truc de je vais aux États-Unis, ça n'a aucun sens. C'est comme tu dis, je vais monter des restos en Europe, monter un resto en Allemagne ou en Espagne ou à Londres. Tout à fait différent. C'est très différent. Et je le sais parce qu'on est dans 6 pays, on a fait des choses radicalement différentes d'un pays à l'autre. On vient d'ouvrir à Milan. On a ouvert à Milan, c'est-à-dire qu'on a été faire de la cuisine italienne chez les Italiens. Et c'est le restaurant qui marche le mieux du groupe. Je ne sais pas comment vous dire. C'est exceptionnel de constater ça, mais en fait c'est parce qu'on a fait un projet qui est très différent de ce qu'on a fait ailleurs, etc. Donc les États-Unis, oui, on a envie, c'est un peu... Il y a 10 ans, on était des restaurateurs à Paris, jeunes, et on regardait Londres avec des grands yeux, comme c'est la Champions League de la restauration. Vous êtes un petit club, et puis vous dites, moi je veux jouer la Champions League, et il y avait Londres, et c'était la Champions League. Et on est arrivé, aujourd'hui on a 5 restaurants, c'est quasiment presque devenu le plus gros pays du groupe. Ça cartonne, on a plein de projets là-bas. Voilà, et donc c'est un peu, je dirais, le même parallèle que les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est le plus gros marché, comme vous dites. C'est là, donc ça nous attire parce que c'est excitant d'aller, en tant qu'entrepreneur, pour le coup, de la casquette d'entrepreneur. C'est très entrepreneurial de parler de ça. Ouais. D'aller là-bas. Maintenant, on sait qu'il y a quand même 99,9% des Européens qui ont été là-bas qui se sont cassés la tête. Et donc, on est très précautionneux, on va prendre le temps, c'est encore le début. C'est encore le début. À part tout ça, qu'est-ce que fait Tigrane dans sa journée ? Parce que, il travaille beaucoup, on a compris, vous travaillez beaucoup, y compris peut-être... au téléphone, entre 2 rendez-vous. Donc, vous travaillez beaucoup, vous avez 3 enfants et une épouse. Vous voyagez, donc ça prend aussi beaucoup de temps. Et quoi d'autre ? Je suis toujours très soucieux de garder cet équilibre de vie pro-vie perso. Donc, oui, je travaille beaucoup, mais j'ai toujours mis une barrière très forte entre le fait de ne pas être avalé par le travail et le reste. Donc le travail d'un côté, clairement, il est des voyages maintenant un peu partout en Europe, maintenant au Middle East, maintenant aux États-Unis. Donc ça prend une bonne partie du temps. J'ai un rôle de CEO qui est un rôle très managérial aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne suis plus dans l'opération et l'exécution du quotidien. Prenez des décisions quand même. Prendre des décisions. J'ai 3 grands rôles, c'est déterminer la vision du groupe, c'est-à-dire que la direction à court, moyen et long terme dans lequel on doit aller. Je ne suis pas tout seul là-dessus, j'ai un associé, j'ai des actionnaires, j'ai un board, voilà, tout ça. Mais en tout cas, c'est ma responsabilité en tant que CEO de faire ça. Donc la vision, la stratégie qu'on va déployer. Et ensuite, j'ai, on va dire, 2 grands axes qui sont... 3 grands axes qui sont l'allocation des ressources humaines, c'est-à-dire que je reste encore très 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 impliqué. Très RH. Voilà, si vous mettez les bonnes personnes au bon endroit, je pense que vous avez fait 99% du job. Et c'est très compliqué, ce puzzle-là. Parce qu'il est parfois très irrationnel, mais en tout cas... parce que ça peut être une bonne personne au bon endroit, mais pas avec les bons collaborateurs. Ça peut être une très bonne personne
un très bon endroit, mais vous n'avez pas mis, ça n'a pas matché, etc. Donc tout ça, je passe encore beaucoup de temps sur l'allocation des forces humaines, l'allocation des ressources financières, c'est-à-dire oui, où est-ce qu'on investit, où est-ce qu'on n'investit pas, comment on dépense, comment on gère ça. Et la troisième chose, c'est que je passe beaucoup de temps dans les restaurants. Ouais. Non plus dans une partie opérationnelle d'exécution parce que je ne peux plus faire ça, mais je pense que c'est très important de continuer à être aussi proche du terrain possible. Et des gens qui travaillent pour vous. Et des gens qui travaillent, encore une fois, pour eux, pas pour moi. Ouais. mais c'est... en tout cas, des gens qui font le succès du groupe. Énormément, je vais énormément déjeuner, dîner dans nos restaurants, tout ça. Et c'est un plaisir d'ailleurs, je ne le fais pas du tout par contrainte, mais ça me prend beaucoup de temps. Voilà, ça c'est sur le côté professionnel. Et sur le côté personnel, déjà d'être mari et papa, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie en ce qui concerne le papa, d'ailleurs. C'est une joie vraiment incroyable. C'est pas facile tous les jours. Pas parce que, mais ouais, vous finissez votre journée de boulot et puis là, vous changez de casquette. Et les puis responsabilités, c'est forcément des questions. Vous avez 3 petits chouchous qui ont entre 2 ans et 6-7 ans qui ont de l'attente, qui sont demandeurs, donc il faut être au rendez-vous. Et parfois on est fatigué, parfois on est stressé, parfois donc il faut savoir jongler avec ça. J'arrive pas toujours, mais en tout cas j'essaye. Donc ça c'est beaucoup de temps et à part ça, j'essaie d'avoir un équilibre de vie. On a une vie sociale qui est très active à Madrid, ça c'est génial. Et une vie d'équilibre. Je fais beaucoup de sport. J'allais vous dire, vous faites du sport. Ouais. Parce que bon, non, mais on se dit pour gérer ce déséquilibre permanent, parce qu'il n'est pas seulement dans le groupe, il est aussi personnellement. Quand on voyage beaucoup, par définition, c'est qu'on ne peut pas se reposer sur des habitudes. Quand on a des enfants petits, par définition, c'est qu'on ne choisit pas toujours ce qu'on fait à quel moment. Et donc, quand on gère ce déséquilibre permanent, il y a peut-être 2-3 petites recettes et le sport en fait partie. J'ai une routine... La routine et le programme, notamment sportif, est hyper important. Oui. Et j'ai la chance d'avoir beaucoup de flexibilité là-dessus. Donc, une paire de baskets, on peut courir où on veut, quand on veut. Une routine de sport, d'accompagnement, parfois un coach qui vient. C'est très flexible, etc. Mais oui, je fais, j'allais dire 3-4 fois par semaine du sport. Donc, c'est beaucoup. Pour un entrepreneur comme ça. C'est très important. C'est très important et je pense que c'est ma femme qui disait, il y a encore, je l'ai entendu dire ça encore très récemment, on pense souvent qu'il y a la vie pro et la vie de papa, de maman pour elle et de femme, mais finalement, elle est où ta vie à toi? Et on s'oublie dans le triptyque de la vie, on oublie souvent le troisième volet qui est, mais en fait, tes moments pour toi. Et le sport en fait partie. Il y a d'autres choses, même avoir du moment qui soit pas du sport, pas d'être papa, pas d'être le mari, pas d'être le patron, pas d'être le collaborateur, pas d'être l'associé. Juste du moment pour soi. Et c'est vrai qu'ils sont c'est assez rare parce que mais ils sont importants. Et le voyage, le fait de voyager. Oui, parce que quand on voyage seul. Pour le travail, on a beaucoup de temps. Alors, pas beaucoup de temps, mais on a des moments où on est seul dans l'avion, généralement un peu coupé. Bon, maintenant, un peu de moins en moins. Mais maintenant qu'il y a le Wi-Fi dans l'avion, c'est la catastrophe absolue. C'est la cata. Mais on a ces moments où on peut puiser des choses, où on peut réfléchir, où on peut s'abandonner aussi à souffler, à faire des choses qui nous transforment le quotidien. Si je vous demande maintenant ce qu'on peut vous souhaiter, c'est quoi? Parce que Tigran Seydou, on a l'impression, et là on vient de faire sur les doigts de la main, le papa, le mari, le chef d'entreprise, l'associé, le collaborateur, l'investisseur, l'entrepreneur. Bon, qu'est-ce qu'on peut, avec un petit coup de baguette magique, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous voyez, ça c'est l'apanage de ceux qui ont déjà beaucoup de chance. Non, il y a beaucoup de choses que je me souhaite parce que je sais que les choses sont fragiles. Donc, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est de pouvoir finir ma vie avec ma femme, avec la femme que j'aime.
puisque je vois mon papa qui a perdu ma maman. Qui a perdu son il y a amour il y a longtemps. Maintenant longtemps, et c'est plus la même vie. C'est le premier truc, je dirais, c'est de pouvoir finir mes jours avec la personne à côté de moi que j'aime et que vous avez choisi. Et que j'ai choisi. Qui vous a choisi. Et dont on s'est choisi. Et je pense que ça, c'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Et je dirais de continuer à prendre des risques dans la construction d'une vie à la fois excitante et donc je suis fier. Parce que c'est votre parce que dans moteur, votre question, elle était très... et je la comprends très bien, mais c'était très... En fait, tout s'imbrique plutôt assez bien, mais c'est beaucoup de choix difficiles et parfois pas rationnels qu'on a fait à certains moments qui ont amené ça. Et évidemment, c'est facile aujourd'hui. C'est facile quand on a une bonne situation, des moyens, de la chance. J'ai une chance colossale. Enfin, c'est clair. Mais c'est le résultat de quelque chose. Mais on construit aussi la vie qu'on a choisie. Et ça, c'est ce que je me souhaite. C'est de continuer à vraiment pouvoir construire avec mes enfants, avec la vie que voilà, être bâtisseur de la vie que je veux et pas subir pas faire des choses, pas faire des choses que vous n'auriez pas choisies. Parce qu'il faut le faire. Parce qu'il faut ou parce qu'on n'a pas le choix parfois ou parce que la vie vous impose des choses. Mais... À vrai dire, Tigrane, je suis certaine que dans votre quotidien, et notamment quand on gère 2500, enfin 2200, 2500 employés, il y a certainement des moments où vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire. Tous les jours. Voilà. Donc je comprends d'autant mieux que c'est pas ça dont on parle. C'est dans un cadre plus général de donner c'est les orientations. C'est la trajectoire de vie plus que les choses du quotidien. Les choses du quotidien, il y a autant de choses qu'on a envie de faire qu'on n'a pas envie de faire, mais ça c'est la vie. Enfin, on a tous, et je retourner la question, tous les jours vous vous levez le matin et vous dites oh là dans l'agenda j'ai envie de tout faire, et pardon, mais on serait hypocrite de répondre ça. Et c'est impossible. Y compris, je vais vous faire une confidence, y compris parfois, sur l'agenda, sur le planning, on a des choses très importantes dont on sait qu'elles vont permettre des choses dont on a envie, mais qui ne nous font pas envie. Oui, tout à fait. Non, mais moi, vous savez, j'ai très conscience qu'une grosse partie du job qu'on doit tous faire sur les différents rôles qu'on a, la vie, c'est pas que... c'est pas que des trucs plaisir, quoi. Non, mais pas rose tout le temps. C'est pas rose tout le temps. Et c'est sûr. Et j'ai plutôt une philosophie qui est il faut pas trop se poser de questions, en fait. Faut faire. En fait, je veux me poser beaucoup de questions sur la trajectoire de vie que je veux décider, que je veux construire. Ça, c'était la réponse tout à l'heure. Mais ensuite, je veux pas trop me poser de questions sur les petits trucs qui vont pas, etc. Encore une fois, c'est mon mindset, c'est la façon dont moi je suis, et c'est très personnel. Mais vous êtes, pour terminer, je vous dirais, vous êtes optimiste ou pas, de nature? Oui, je suis très optimiste de nature, mais je suis stressé d'attitude. Vous êtes juste réaliste alors. Vous êtes conscient, que j'ai foi en ce que la vie va nous donner, et j'ai une grosse théorie qui est la contagion du bonheur et du positif. Et je pense que ce sont des états d'esprit et des émotions qui sont très contagieuses. Si on arrive à nous-mêmes l'être, en fait, il y a un effet miroir énorme. La vibe part de l'esprit. Voilà. Et donc, exactement. Et donc, je suis très, très... je suis convaincu de ce truc-là. Mais ça mouline fort dans la tête, dans le sens où je peux pas dire que le positif ne vient pas forcément avec une sérénité permanente. Ça, en tout cas, ceux qui arrivent à le faire. Voilà, il faudrait qu'ils nous expliquent comment ils font. Hein. Non. Bon, en tout cas, Tigrane, je vous remercie. Je sais que vous avez un emploi du temps hyper chargé, que vous êtes de passage, donc vous nous avez fait l'amitié avec grand plaisir. De venir, et j'espère qu'on se reverra, qu'on refera un petit bilan, qu'on verra quand ça aura avancé. En tout cas, sachez que vous faites pleinement partie de ceux qui font Monaco, et qu'on était très contents de vous avoir.
C'est très gentil. Merci, à bientôt. Au revoir.